Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 17h04. Si vous aviez un train à 17h, c'est trop tard. Bienvenue dans les vraies voix. Mais à 17h07, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Salut Philippe David, comment ça va? Salut Cécile Lemitton, ça va très bien. Alors ce numéro, vous le connaissez, 0826 300 300, bien entendu. Vous êtes les bienvenus, c'est votre maison. Sud Radio, parlons vrai, et on va parler vrai ce soir avec nos éditorialistes dans quelques instants, avec au sommaire de cette émission le grand débat du jour. Faut-il adapter finalement le SMIC selon les coûts de la vie dans chaque région? C'est l'idée de la présidente de l'Île-de-France. Valérie Pécresse propose de relever le salaire minimum de 9% en phase avec la réalité locale. Difficile selon elle de vivre avec 1383 € net par mois en région parisienne où les loyers sont 40% plus chers qu'ailleurs. Cette proposition ne risque-t-elle pas de dessiner finalement une France à deux vitesses, Philippe? Et même à plus que deux vitesses peut-être, puisque régionaliser le SMIC par exemple. Tiens, on va prendre une région qu'on aime bien, Occitanie. Si vous habitez à Toulouse ou si vous habitez dans l'Ariège, à la Roquedolme ou dans un autre petit village, évidemment, le prix de l'immobilier est pas du tout le même. Par contre, dans un cas, vous avez des transports, dans l'autre cas, vous n'en avez pas et vous devez avoir une voiture. Alors, est-ce que ça va pas être une énième usine à gaz? Mais est-ce que vous êtes pour la régionalisation du montant du SMIC? On vous attend pour nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, vous répondez sur notre compte Twitter, un grand nom à 81%. Et puis le coup de projecteur, et puis des vraies voix dans une tribune, des maires de droite comme de gauche réclament un plan national contre le trafic de drogue qui a tué deux jeunes de 10 et 18 ans le mois dernier à Nîmes. Éric Ciotti, Martine Aubry, Jean-Luc Moudinque, Benoît Payan, David Lisnard et Éric Piolle, tous réclament de généraliser les enquêtes sur le patrimoine des trafiquants, mais aussi d'aller plus loin sur le gel des saisies de leur avoir, maison, voiture, bijoux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Vrai sujet. Est-ce qu'il ne faudrait pas enquêter de manière plus vigoureuse sur le patrimoine et sur le train de vie des trafiquants qui parfois touchent le RSA ou ont de tout petits salaires mais roulent en berline de luxe et ont maison de campagne, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut donner tous les pouvoirs au fisc et à la police et à la gendarmerie et aux douanes pour enquêter sur les trafiquants afin de mettre à bas les réseaux? Vous êtes témoin de ceci, vous connaissez le sujet, vous ne le connaissez pas mais vous voulez témoigner. On vous attend toujours au 0826 300 300. Et donc cette généralisation des enquêtes sur les patrimoines et les trains de vie des trafiquants, pour l'instant vous dites oui à 94%. Bienvenue, c'est les vraies voix Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI, est avec nous. Bonsoir Françoise. Coucou Bonsoir. ma chère amie, comment ça va? Mes chers amis, ça va très bien. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir. Salut mes amis. Est-ce qu'on peut remercier le roi Charles? Oui, on peut. Alors, pas encore. On peut remercier Charles III parce que grâce à lui, nous sommes dans les embouteillages, nous n'avons plus de RER, nous n'avons plus de bus, vraiment. Et nous avons perdu, on a fait une alerte enlèvement. Philippe Bilger est avec nous en direct du terrain. Il est sur le terrain. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Bonsoir chers amis. J'écoute ça, au moins le début des vraies voix m'arrive de manière limpide. Vous avez bien vu Philippe que le ton était donné. Philippe, vous êtes où? Est-ce que vous êtes dans les transports en commun? Je suis dans une voiture avec un chauffeur extrêmement efficace qui fait le maximum, mais c'est l'horreur. Oui, c'est l'horreur. Vous avez croisé Charles ou pas? Rassurez-moi. Il me dit on arrive dans 10 minutes et il indique que vous aurez le temps de contredire Françoise Degois. En tout cas, vous restez avec nous en ligne, Philippe. On ne vous lâche pas. Et tout de suite, puisque vous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300, et nous vous en remercions. Écoutez celui de Christian. Bonjour, Leslie de Marseille. L'étonnement que j'ai, voire la colère, c'est le silence assourdissant des médias de l'Occident, de l'Europe, de la France sur ce qui se passe au Haut-Karabakh et l'offensive azerbaïdjanaise qui contraint le Karabakh, l'Artsakh, à accepter le cessez-le-feu aux conditions posées par l'Azerbaïdjan, ce qui veut dire, en gros, le départ des populations arméniennes de ces territoires qui sont, depuis des millénaires, occupés par les Arméniens, et je crée un nouveau génocide de ce peuple. Voilà, je vous remercie, au revoir.
Ah oui, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide. Et comment expliquer le silence assourdissant de la communauté internationale ? On a peur que les Azéris nous privent de gaz, comme on a signé avec eux, pour remplacer le gaz russe. Écoutez, moi je connais l'Azerbaïdjan. Quand vous arrivez à Bakou, la première odeur que vous sentez quand vous atterrissez, c'est le gaz. Et vous vous dites, tiens, un si petit pays magnifique au demeurant, est d'une importance capitale. Alors ça l'était avant, imaginez comment ça l'est aujourd'hui. Donc on se tait par lâcheté, parce que on a tellement peur qu'on nous coupe le tuyau, étant donné nos rapports tout à fait aimables avec le grand frère du Kremlin. Et donc la réalité, elle est là. Et je partage le chagrin et le coup de gueule véritablement de notre amie de Leslie. Ça me brise le cœur, parce qu'elle a raison. Bien sûr, la paix se fait aux conditions des Azéris, avec bien sûr la Turquie qui est derrière. Bien sûr. Ok. Et ça signifie évidemment la souffrance des populations civiles. On va aller voir Philippe Bilger. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est intéressant de voir que la Russie, qui aurait pu d'une certaine manière redorer un peu son blason en continuant à soutenir l'Arménie, ne l'a absolument pas fait. Elle l'a complètement abandonné. Parce qu'elle ne veut pas faire ce plaisir à l'Europe. Est-ce qu'on ne craint pas, Sébastien Ménard, l'exode finalement des Arméniens ? Et certains parlent même de purification ethnique. Alors, avant la purification ethnique, j'ai envie de dire que si on pouvait protéger ces gens, soit les aider à vivre paisiblement chez eux, ou les aider à partir en sécurité, c'est la moindre des choses. Encore une fois, il faut regarder ça aussi avec un regard particulier, parce qu'en fait, la communauté internationale, elle n'est pas lâche, elle s'en fout totalement. On s'en fout un peu moins en France, et j'ai un certain nombre de mes collègues politiques, d'ailleurs de droite comme de gauche, très sensibles, j'en suis, à la cause de ces Arméniens. Pourquoi ? Parce que la diaspora arménienne est aussi très 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 présente en France. Mais quand vous regardez dans d'autres pays d'Europe, tout le monde s'en fout du sort de ces pauvres gens qui effectivement sont enclavés, sont affamés et sont abandonnés à leur triste sort. Et c'est la dernière enclave chrétienne. Oui, et puis l'Arménie, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est un pays, alors on nous saoule et on nous bassine avec les racines chrétiennes de l'Europe et de la France, etc. Ok, mais alors allons-y. Là, nous sommes vraiment au cœur d'une forme presque de résistance, de christianisme fondamental, j'ai envie de dire, comme les Falachas avaient possédé le judaïsme fondamental d'une certaine manière. Si on ne se bat pas pour une personne, on ne se bat pour aucune personne. Vous comprenez bien, c'est ça le sujet. Est-ce que 10 personnes valent moins que 200 personnes ? Mais Philippe Bilger, c'est quand même pas choquant ces indignations à géométrie variable. Quand il y a eu l'affaire du Kosovo, on a bombardé Belgrade en disant que les Albanais du Kosovo avaient droit à l'indépendance. Là, on bombarde pas Bakou. Alors pourquoi ce deux poids deux mesures ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais il y a aussi l'honneur en politique étrangère. Philippe, je sais que ce problème du deux poids deux mesures vous préoccupe beaucoup, et notamment par rapport au Kosovo. Mais d'abord, c'est un problème malheureusement qui est tellement fréquent dans la politique internationale et dans la politique des États que, en réalité, on ne peut que s'en indigner. Mais pour aller plus profond, me semble-t-il, j'aimerais être persuadé que derrière les attitudes différentes des États, parfois il y a des raisons valables géopolitiques qui expliquent la différence de traitement. Mais je n'en suis pas sûr du tout. Si je peux, parce que je pense que l'analogie avec le Kosovo est bonne, sauf que le Kosovo intéressait en plus haut lieu les Américains pour découper la Serbie, pour torpiller ce qui restait de l'ancienne Yougoslavie. Voilà, aujourd'hui l'Arménie, je le redis, n'intéresse personne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Et puis on retrouvera Philippe Bilger en chair et en os avec nous pour son réquisitoire du procureur. On parlera de quoi, Philippe, avec vous ? Vous me le rappelez, ma chère Cécile. La manif anti-police, peut-être. Ah oui, absolument. Comment puis-je oublier ? Ça va bien, Bilger, aujourd'hui. C'est évident. On en parlera. On vous passera les menottes en arrivant. Allez, à tout de suite.
Le jeudi est une journée particulière et vous le savez bien. Je dis ça aussi du vendredi, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, alors tout va bien. On a retrouvé nos ouailles, si on a envie de dire. Tout le monde est au grand complet aujourd'hui avec Philippe Bilger qui est avec nous. On est ravis de vous accueillir, Philippe. En vrai. Avez en chair et en os, il y avait un contraste à mon désavantage, c'est évident. Avec Françoise Degois je et tiens avec quand même à dire Sébastien Ménard. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Philippe Bilger qui vient de me dire si tu savais ce que je fais dans les parkings. Voilà, c'est la phrase clé. C'est la phrase clé avant que l'antenne s'ouvre. On oublie le contexte. Comme souvent avec la gauche, c'est ça. Allez, les amis, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Vos 3 mots sont. Bonsoir. Les 3 mots sont entente, nettoyage et foire. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre la manif anti-police de samedi que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, après la participation, et c'est un euphémisme discutable du syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA, où ils sont qualifiés de magistrats militants dans le cadre syndical, je suis un peu choqué. Je dis un peu, j'ai cru comprendre le renouvellement d'une participation du syndicat de la magistrature à une manifestation anti-police. Que des démocrates discutables décident de manifester contre la police en mettant l'accent uniquement sur les rares violences illégitimes qu'elle commet et sur les transgressions que son métier difficile malheureusement contraint parfois à accomplir. Pourquoi pas? Mais que le syndicat de la magistrature, qui devrait être le gardien et le protecteur naturel des fonctions régaliennes, et notamment de la police, aille participer à une manifestation qui va consister profondément à stigmatiser la police, je ne peux pas l'admettre, et bien sûr, mon indignation ne servira à rien, mais je crois qu'on s'habitue trop, à l'heure actuelle, au fait que des forces judiciaires fondamentales dans une république dévoient complètement leur comportement au nom d'une idéologie, mais plus que contestable. Françoise Degois. Alors, premier point, je vois pas pourquoi vous dites des démocrates contestables. Ce sont des élus qui manifestent, donc à ce titre-là, ils ne sont pas contestables. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis comme vous plus largement sur cette manifestation. Je suis assez contente de voir que les socialistes n'y participent pas. Je trouve que ce n'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. J'ai bien compris l'intitulé de la manifestation. Je ne suis pas comme vous, je ne mets pas autant de bémols que vous sur ce qui s'est passé ces derniers mois sur la police, et vous le savez très bien, mais je pense que faire une manifestation à cet instant de l'histoire me paraît complètement à côté de la plaque. Je vois bien ce qui est recherché, je vois bien... Provocateur peut-être? Non, c'est pas provocateur, c'est le combat politique qui est mené effectivement par les insoumis. Mais là-dessus, je ne peux pas suivre, si vous voulez, je suivrai toujours la gauche sur la dénonciation, mais là je pense que c'est un mauvais moment. Ensuite, sur le syndicat de la magistrature, revenez au contexte, je vous rappelle quand même qu'on a eu un ministre de l'Intérieur et des élus de la République qui se sont ralliés à la manifestation des policiers contre la justice. Et normalement, c'est aussi détestable ce qui s'est passé il y a 1 an dans cette circonstance-là, avec des policiers qui défient la justice, mais c'est déjà arrivé à l'époque, François Mitterrand avait réglé le problème, avait limogé tout le monde. C'est aussi détestable de voir un ministre, des policiers qui défient la justice, que de voir le syndicat de la magistrature qui va dans une manif contre la police. Ça n'est pas aussi détestable. Mais c'est pareil, Philippe. C'est un peu différent. Ça n'a rien de... Non, excusez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi dites-vous que c'est différent? En quoi est-ce différent? Essayez d'argumenter quelque chose de cohérent. En quoi il est différent de voir des policiers défier la justice en disant qu'elle manque, elle est pourrie, et de voir un syndicat de la magistrature qui défie la police? C'est pareil. C'est les deux faces d'une même pièce. La police, lorsqu'elle manifeste, ne dévoie pas sa fonction régalienne. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous avez vu les slogans, Philippe, dans cette manifestation de la police contre la justice? Vous voulez interdire à Sébastien Ménard de parler? Pardon, Sébastien, pardon. Et pourtant, je suis d'accord avec vous, Françoise. Ah, merci, Sébastien. Sébastien, mais c'est les deux faces d'une même pièce. Attendez, s'il vous plaît. Mais Philippe, vous avez raison. On ne doit pas provoquer, on ne doit pas manifester contre la police. On doit laisser la police travailler.
travailler, même si effectivement, parfois, des événements dramatiques, tragiques, nous rappellent les limites de cet exercice qui reste un exercice humain. Voilà, donc le maintien de l'ordre, ça reste un exercice humain, et que parfois l'humain est faillible, l'humain dérape, et on assiste à des drames totalement incontrôlables. En même temps, puisque je suis le monsieur en même temps autour de cette table, on ne peut pas avoir effectivement des représentants de la loi, de la magistrature française manifester contre des policiers, et en même temps on ne peut pas avoir des policiers qui manifestent contre la justice. Ce n'est pas possible. Donc je suis autant, Philippe, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut réhabiliter quelque part le régalien dans ce pays. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus. Mais effectivement, Françoise a raison. Il n'y a pas d'un côté les magistrats qui peuvent manifester contre la police et la police qui peut défier les magistrats, quel que soit le fond idéologique. Voilà, exactement. Quel que soit le fond idéologique, quel que soit le biais politique. Est-ce que les magistrats, est-ce que la police n'est pas face aux magistrats parce qu'ils ne peuvent pas travailler en fait. Écoutez, non mais Cécile, moi c'est une question, mais j'entends Françoise. votre question, mais je sais très bien que on peut arrêter. S'il vous plaît, soyez sympathique, d'arrêter de justifier tout ce que fait de pas bien la police et de sauter. Mais si, mais bien sûr que si. Mais où cherchez-vous ça En quoi il est normal et légitime que les policiers se mettent. Mais je le récuse pas. Mais moi je le récuse pas. Mais vous n'arrivez pas à m'argumenter pourquoi il n'a pas de sens. Mais il me faudrait plus de 10 secondes. Mais le allez-y, je vous les laisse 25 secondes. On n'a plus le temps. C'est vous êtes des censeurs en fait. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu sont... Entente, nettoyage et foire. Une entente pour la durabilité entre la France et le Royaume-Uni. Proposition de Charles III devant le Sénat tout à l'heure. Le roi aimerait repeindre en vert notre vieille entente cordiale. Nettoyage ethnique, crime contre l'humanité. L'Arménie dénonce devant l'ONU l'opération militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Enfin, quand des syndicalistes enseignants reçus à l'Assemblée nationale se font mettre en cause par des députés Renaissance et RN, ils ont quitté les lieux. La commission a viré à la foire d'Empoigne. Les vraies voix Sud Radio. Un roi longuement ovationné dans un temple de la République. Le Sénat, Charles III, a alterné le français et l'anglais tout à l'heure en s'exprimant au Palais du Luxembourg. Il souhaite un renouveau de l'entente cordiale signée par l'Angleterre et la France en 1904. Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elle devienne, je le propose, également une entente pour la durabilité, pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. Un engagement inspiré par l'exemple du passé et encouragé à relever les immenses défis du monde qui nous entoure. Quelle classe. Quelle élégance. Il roule les airs, vous avez vu. Il roule les airs. Il fait bien l'effort. Le roi d'Angleterre qui a également visité le chantier de réparation de Notre-Dame. Il s'est aussi rendu à Saint-Denis où le président du PSG d'ailleurs lui a remis un maillot. Deuxième mot, l'Arménie dénonce un nettoyage ethnique devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, les Arméniens qualifient aussi de crime contre l'humanité l'opération militaire de l'Azerbaïdjan dans l'enclave indépendantiste du Haut-Karabakh. 200 morts et 400 blessés rien qu'en 24 heures. L'Azerbaïdjan, avec cette victoire éclair, entend reprendre le contrôle du territoire qui avait fait sécession à la chute de l'URSS. Des Arméniens désormais contraints à des négociations qui se sont terminées tout à l'heure pour aujourd'hui. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a répondu à son opposition qu'il l'accuse d'avoir laissé l'Azerbaïdjan reconquérir ce territoire du Haut-Karabakh. La paix, répond-il, est un environnement exempt de conflits interétatiques, interethniques. Ce chemin n'est pas facile, il passe par des chocs externes, internes. Nous devons l'emprunter pour le bien de l'indépendance, pour le bien de l'État, pour le bien de l'avenir. Pendant ce temps, en tout cas, les indépendantistes accusent aussi l'Azerbaïdjan d'avoir violé le cessez-le-feu aujourd'hui. Des tirs entendus tandis qu'une foule a envahi l'aéroport de Stepanakert en espérant parvenir à fuir cette victoire éclair de l'Azerbaïdjan
l'Azerbaïdjan nourrit les craintes d'un départ massif des 120 000 habitants du Haut-Karabakh. Et le troisième mot, foire d'empoigne hier à l'Assemblée nationale. La commission des affaires culturelles y recevait des syndicalistes enseignants. Ils étaient venus pour parler rentrée scolaire. Les enseignants avaient surtout envie de souligner le manque de moyens. Et ça, ça a agacé la députée Renaissance Véronique Rioton. Quelquefois, le ton caricatural que vous utilisez n'honore pas le corps professoral que vous êtes censé représenter. Réaction agacée côté syndicat de Sophie Vénétité du SNES FSU. Il y a le respect des institutions et le respect des élections. Nous sommes des organisations représentatives qui avons été élues. Donc par vos propos, non seulement vous méprisez les organisations syndicales, les personnels, mais aussi la démocratie. Sauf qu'après cette mise au point, ce sont les députés RN, Roger Chudeau et Julien Audoul, qui ont soutenu leurs collègues Renaissance en mettant en cause les syndicalistes enseignants. Que Madame de la FSU, vous permettiez de nous faire une leçon de respect de démocratie est à la fois ridicule et totalement déplacé. Je voudrais que vous mettiez au niveau et que vous baissiez d'un ton. Certains de vos propos étaient choquants et d'autres propos pouvaient s'apparenter au sketch des inconnus sur la grève du lycée. Alors c'est après ça que les syndicalistes enseignants ont décidé de quitter cette commission des affaires culturelles, de quitter la salle, soutenue par Sarah Legrain de la France Insoumise. J'allais justement dire la honte que j'ai de voir mes prétendus collègues vous parler de cette façon. Vous avez expliqué que les députés pouvaient dire ce qu'ils voulaient alors qu'ils insultaient les personnes présentes et qu'elles sont toutes en train de se lever et de partir. Legrain, je crois que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la commission que vous présidez. Ça ne s'est jamais produit. Ambiance tendue comme rarement. Finalement, la séance a tout simplement été suspendue. C'est vraiment une honte, hein, sérieusement. Je pense que vraiment, pourquoi le macronisme n'arrive pas à se départir de cette arrogance et de cette façon de parler? C'est collectif, c'est épuisant en fait. Allez, on y va, les amis. Est-ce que je suis arrogant? Allez, les amis, on y va, les amis. Écoutez, s'il vous plaît, on n'a plus le temps malheureusement, puisqu'on a parlé beaucoup sur les réquisitoires du procureur. Avec cette question, faut-il adapter le SMIC selon le coût de la vie dans chaque région? Alors c'est la proposition de Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, qui propose de relever ce salaire minimum de 9% en phase avec la réalité locale. Notre invité pour en parler, Jean-François Viguier, est avec nous, président du groupe UDI et au Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que, rapidement, avec cette proposition, vous n'avez pas peur de déclasser les autres régions? Non, c'est pas notre volonté. Notre volonté, c'est de prendre en compte les difficultés des habitants franciliens et de répondre à une question qui aujourd'hui est insoluble, c'est l'écart entre le coût du logement et le salaire minimum. Eh bien, on en parlera dans quelques instants. Vous bougez pas, vous restez avec nous, 0826 300 300. Vous voulez commenter cette réponse. Voilà, dans un instant, on en parle avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et vous, à tout de suite. On va démarrer, Philippe Bilger et Françoise Degois qui sont avec nous, avec Sébastien Ménard, avec vos appels au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, bien entendu, et on a besoin de vous parce que votre avis compte, vous le savez. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le SMIC différent d'un endroit à l'autre, ça a déjà existé, de 1950 à 1968, et ça a été abandonné. Je suis opposé à la régionalisation du SMIC pour une raison simple, c'est que ça va introduire une forme de concurrence entre travailleurs en fonction des régions dans lesquelles ils vivent, dans lesquelles ils habitent. Parce que, d'abord, les écarts de niveau de vie, de loyer, ne sont pas forcément à l'échelle d'une région, et ça crée aussi des effets de seuil, donc ça ne fonctionne pas, ça ne résiste pas au fait. En tout cas, faut-il adapter ce SMIC selon le coût de la vie dans chaque région? C'est la proposition de la présidente de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui propose de relever le salaire minimum de 9% en phase avec la réalité locale, Philippe. Oui, absolument. Mais régionaliser, est-ce que ça veut dire quelque chose dans des grandes régions françaises? Tiens, si vous habitez à Arcachon ou si vous habitez dans un petit village des Landes, en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que le coût de la vie est le même? Évidemment non. Si vous habitez à Lyon, pour prendre deux grandes villes en Auvergne-Rhône-Alpes, ou à Saint-Étienne, qui est la grande ville la moins chère de France, est-ce que le coût de la vie est comparable? Déjà pour le logement, non. Alors est-ce qu'on est en train de faire une nouvelle complication en France, et on est assez spécialiste dans ce domaine, ou vous pensez-vous qu'il faut régionaliser le montant du SMIC? Venez nous le dire au 0826 300 300. En tout cas, sur notre compte Twitter, c'est un non à 81%, comme ça au moins c'est réglé. Et Jean-François Viguier est avec nous, président du groupe UDI au Conseil régional d'Île-de-France. Vigier, pardon, j'ai dit Viguier, pardon. Vigier et maire de Bure-sur-Yvette. Vous restez avec nous. Merci en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous en pensez quoi, Philippe, cette proposition? Ce que j'en pense, ne croyez pas que c'est par pauvreté intellectuelle que je vais m'abriter derrière une pensée ministérielle, mais j'ai bien entendu ce matin le ministre Dussopt
pour lequel je n'avais pas une sympathie, Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin, eh bien, j'ai été assez convaincu par les critiques qu'il a faites contre cette régionalisation du SMIC, notamment peut-être pour les difficultés que vous évoquez dans votre présentation, Philippe, c'est-à-dire qu'on risque d'aggraver les inégalités entre les régions et peut-être de faire retomber la France dans un péché mignon alors qu'on pourrait laisser les choses en l'état, une forme de bureaucratie qui va encore exaspérer les citoyens. Absolument. Oui, c'est inimaginable et c'est surtout infaisable. Moi, j'aime bien les boîtes à idées comme ça. Chacun qui sort de sa boîte avec... c'est le concours Lépine des propositions, mais il faut qu'elles soient tenables et soutenables. Vous parliez de Midi-Pyrénées. Toulouse, en gros, un F2, le loyer, c'est 1000 €. D'accord ? Chez nous, Argelès-Gazost... C'est un peu moins cher que ça. Ou 900 €. Chez nous, Argelès-Gazost, c'est 400 ou 450 €. C'est la même région, donc on n'y arrivera évidemment pas. Chez nous, je dis Philippe David et moi, bien sûr. Donc, non, je ne comprends pas le sens de tout cela. Et je vais pas du tout dans l'argumentaire d'Olivier Dussopt, mais dans celui de Manuel Bompard qu'on a entendu. Vous imaginez si des régions commencent à avoir 9-10% de plus de SMIC, vous allez avoir donc des migrations comme ça de la misère, de gens qui vont quitter une région, passer d'une région à l'autre pour trouver un emploi avec un SMIC plus élevé, ça n'a aucun sens. Sébastien Ménard, l'entrepreneur, tiens. Je pense que le fond du problème, c'est pas de savoir s'il faut régionaliser ou pas le SMIC, il faut l'augmenter. Voilà, il faut baisser, il faut baisser la fiscalité sur le travail, il faut baisser la fiscalité tout court, il faut que mes anciens copains aux fonctionnaires se mettent un peu à la diète. Voilà, la France elle a besoin de ça et il faut effectivement augmenter les salaires. C'est compliqué de se loger quand on travaille à Toulouse. Quand on travaille à Toulouse, on a du mal à se loger à Toulouse. Quand on travaille à Biarritz, on ne peut pas se loger à Biarritz. Voilà, et on vit souvent à 30-40 bornes, donc il faut une bagnole. Il faut évidemment être aussi capable d'assumer l'explosion du coût des transports. Voilà, c'est vrai quand on habite à Argenteuil et qu'on travaille à Paris. Enfin voilà, donc bon, évidemment, c'est le concours Lépine de la fausse bonne idée. Valérie Pécresse, de toute façon, nous y a habitués. Hein, c'est pas une nouveauté. Attendez, on va laisser répondre quand même Jean-François Vigier, président du groupe UDI au Conseil régional d'Île-de-France. Voilà, vous avez entendu nos vraies voix. Forcément, ça pose une question de dire, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une proposition qui est véritablement viable? Bonjour à toutes et tous, et je ne pensais pas vraiment faire autant de consensus sur cette mesure. Je suis ravi de voir que tout le monde est pratiquement pour. Mais par contre, ce que je vous demanderais, c'est de me laisser 3 minutes pour introduire le sujet. Bien sûr. Déjà l'état des lieux. Voilà. Pourquoi? D'où sort cette mesure, en fait? La mesure de la régionalisation du SMIC, elle fait partie des 40 demandes de compétences nouvelles que la région Île-de-France demande à l'État. Et nous avons hier, au Conseil régional, voté une délibération que j'ai eu l'honneur de rapporter, puisque je suis le rapporteur de cette mission que m'a confiée Valérie Pécresse pour un choc de décentralisation, pour demander ces 40 puis 45 compétences supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu plus d'1 an, le Parlement a voté une loi qui s'appelle la loi 3DS, dont vous avez tous dû entendre parler, évidemment, qui était censée donner plus de pouvoir aux collectivités, qui finalement... malgré un effort soutenu du Sénat, n'a pas abouti sur grand-chose, mais il y a une mesure dans cette loi qui est passée totalement sous les radars et qui vient rompre avec un dogme de dizaines d'années qui régit notre pays, c'est l'uniformité de la règle sur l'ensemble du territoire national. Oui. Aujourd'hui, depuis 80 ans, que vous viviez à Calais, à Lille, à Nice, à Strasbourg, vous êtes régi par la même loi. Et cette loi, votée il y a 1 an, dit, eh bien, une région, si elle s'estime en différence, en situation de différence avec d'autres régions, elle peut demander à l'État de récupérer une compétence pour essayer autre chose, dans un souci de proximité et d'efficacité. C'est donc cette notion de différenciation qui a été introduite dans cette loi. Et elle se met en œuvre par une autre loi organique qui a permis l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas ça ad vitam aeternam, mais on vous donne pour une période de 5 ans. Et vous l'expérimentez. Et donc, nous avons hier proposé une délibération avec 45 demandes
de compétences qui portent sur la sécurité, qui portent sur l'enseignement, qui portent sur l'assurance chômage. Et parmi ces 45 demandes, il y a la demande d'expérimenter la régionalisation du SMIC pour l'Île-de-France, pas pour l'ensemble des régions. Parce qu'encore une fois, on est en différenciation. Il est possible que dans les mois qui viennent, il y ait, je ne sais pas moi, la région Bretagne qui estime qu'elle est en différence sur 15 points avec les autres régions et qu'elle sollicite l'État pour avoir des compétences nouvelles sur ces 15 points. Nous discutons uniquement pour l'Île-de-France. Alors le problème francilien du salaire, c'est aussi le problème du logement. C'est que vous avez un logement qui est 4 fois supérieur à la province et nous avons des travailleurs, ceux qu'on appelle les travailleurs de première ligne, petite enfance, grand âge, sécurité, éducation, qui ne peuvent pas se loger en Île-de-France et qui travaillent souvent de l'autre côté, qui logent souvent de l'autre côté de la frontière de l'Île-de-France. Et aujourd'hui, ce décalage énorme entre le logement, le coût de la vie, vous parlez de 9%, oui, parce que quand on fait la moyenne, on est à 8,7, 8,8%. Donc c'est le chiffre qu'a annoncé la présidente. Mais quand on voit la différence, c'est vrai qu'il y a un salaire minimum qui est aujourd'hui trop faible. Mais attendez, moi je vous le dis aujourd'hui, mais je ne suis pas un expert, mais ce matin dans le Parisien, le président du MEDEF d'Île-de-France dit qu'avec le SMIC, une personne seule ne peut pas vivre en Île-de-France. Oui, bien sûr. C'est une réalité. Vous avez raison. Alors maintenant, on va faire réagir nos j'entends bien qu'autour de votre table, vous avez tous les idées très claires là-dessus et que circuler, il n'y a rien à voir. Excusez-moi, je suis élu local. Moi aussi. J'estime que s'il y a une situation compliquée, il faut essayer de trouver une solution. Alors, l'expertise. Attendez, Jean-François Vigier, est-ce que ça peut s'entendre, Philippe Bilger? Absolument. Moi, je ne suis pas un spécialiste, Jean-François Vigier, de tout cela. Vigier, c'est moi qui ai fait l'erreur. Vigier, pardonnez-moi pour le U de trop. Mais sérieusement, il me semble que les objections rapides qui étaient présentées n'étaient pas forcément absurdes, mais là où je vous rejoins, je me demande si la contestation de votre proposition ne vient pas du fait que la France, en effet, n'est pas habituée à l'adaptation des projets par rapport à la particularité de la France. Je crois que je vous rejoins lorsque vous dites que vous battez en brèche quelque chose qu'on n'aime pas. On aime énormément cette conception de l'égalité qui donne tout à tout le monde, parfois au détriment de ceux qui auraient besoin de davantage. Là, je vous rejoins et pardonnez-moi, je mets un point d'interrogation à la suite de mon affirmation. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Au standard, oui, 0826 300 300. Et c'est Pascal qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors, qu'en pensez-vous? Écoutez, quand vous avez annoncé le sujet, j'ai pensé que c'était une initiative à caractère national. Oui. Et non pas, comme le vient d'expliquer M. Vigier, uniquement de l'Île-de-France. Ça ne change pas grand-chose à la question. Moi, j'ai le douloureux privilège d'être plus âgé que presque vous tous. Et j'ai donc vécu en mai 68. Et je me rappelle qu'avant mai 68, il y avait ce qu'on appelait les abattements de zone, selon les régions, les départements, et que le SMIC n'était pas le même dans la Creuse ou à Lozère qu'à Paris. Et je pense que depuis 55 ans, on vit une assez grande injustice, et je pense que la question sur laquelle il serait bon de réfléchir serait d'adapter en effet le SMIC et la plupart des salaires sur les spécificités locales. Oui, mais oui, mais il peut y avoir plusieurs spécificités dans une seule région, alors. Bien sûr, parce que moi, je comprends que notre ami Vigier soit vexé. D'abord, c'est pas parce que non, mais attendez, excusez-moi, c'est pas parce que vous êtes élu que vous avez la sapience et que nous on sait rien. Je veux juste dire ça. Vous dites, moi je suis élu, moi je sais, oui, mais nous aussi, finalement, on connaît un peu la vie. En l'occurrence, Sébastien Ménard également élu. Non, il n'a pas dit ça. Si, il a dit, moi je suis élu. C'est pas ce que j'ai dit, madame. Mais si, bien sûr. Françoise, c'est pas le problème. Moi, je pense que quand il y a une telle levée de bouclier pour des raisons qui sont tout à fait émises, en plus par des élus, et des élus de toute catégorie. Olivier Dussopt, je ne crois pas que c'est un gauchiste, en tout cas à l'époque il l'était, il ne l'est plus. Je ne crois pas que c'est un gauchiste échevelé. Emmanuel Bompard, je ne crois pas que c'est un droitiste échevelé non plus. Je veux dire, quand vous avez une telle levée de bouclier pour vous dire finalement c'est pas ça la solution, au fond il est peut-être bon de l'entendre. J'entends que vous cherchez une spécificité, mais bon. Allez, non, mais je finis. Jean-François Vigier. Mais oui, mais il y a parce que ça appelle beaucoup. Oui, madame. Allez-y. Comprenez bien une chose. D'abord,
le pays va très mal de cette question d'uniformité de la règle. Rappelez-vous, je vais vous citer un exemple. Quand il y a eu la crise Covid et que l'État a décidé d'un seul coup de fermer tous les marchés alimentaires dans nos communes, il a fallu qu'on se batte comme des chiens pour montrer que, territoire par territoire, on avait les moyens, en fonction de la physionomie des marchés, de réouvrir les marchés. Vous voyez ? Non, mais c'est autre chose, ça c'est autre chose. C'est un exemple concret. Mais non, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les finances publiques. Je veux vous répondre sur... Vous avez mis en avant les appartenances politiques des gens qui sont contre. Mais c'est pas la décentralisation, c'est pas un problème politicien. L'État, il est surpuissant dans une région de gauche comme dans une région de droite. Donc oui, c'est pas de problème. La question du salaire, elle se posera dans toutes les régions françaises, quelle que soit la couleur politique qui les gère. Non, mais on est d'accord. La question, c'est qu'aujourd'hui, de se dire, c'est pas parce que vous savez, les experts se sont prononcés sur le SMIC régional. Vite, Jean-François Vigier, parce qu'on a du monde. Il y a eu un groupe d'experts. Le groupe d'experts s'est réuni, il a dit, faut étudier la question. Et puis voilà. finalement, il a dit, mais ça va. C'est pas possible parce que ça va augmenter fortement les salaires en région parisienne par rapport aux autres régions. Bah oui. Ce matin, vous avez un expert dans l'Express vous explique dans une tribune qu'au contraire, la région Île-de-France, d'un point de vue économique, ne pourrait pas se relever. Jean-François Vigier, ça réagit énormément et ça appelle d'Île-de-France. Bonsoir Sarah de Drancy. Samia. Sarah. Sarah. Oui, Sarah plutôt. Alors j'avais une question pour Monsieur Vigier. Je suis infirmière dans un hôpital à Drancy en Île-de-France. Je suis obligée de vivre en Normandie. Je mets vachement de temps le matin pour aller bosser et pour moi, il faut absolument que le SMIC soit en fait régionalisé en Île-de-France parce qu'autrement, je n'ai juste aucune possibilité de travailler près de mon boulot parce que les loyers sont beaucoup trop chers pour moi. Oui. Et donc dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi on ne le ferait pas. Voilà, c'est ma question. Alors Philippe Bilger était plutôt ouvert à la question. Je comprenais la réflexion de Monsieur Vigier. Ah c'est ça. Et on comprend votre problème. Est-ce que vous pensez qu'on doit régler le problème? Non mais sérieusement, soyez assez aimable. Est-ce que vous pensez qu'on doit régler le problème comment dirais-je, de cette difficulté de logement par une augmentation partielle? Allez, sur les propositions. Il n'y a pas que le logement, madame. Attendez, s'il vous plaît. Le coût de la vie est d'environ 9% plus élevé en Île-de-France. S'il vous plaît, on s'appelle au standard. Il faut qu'on fasse parler nos auditeurs. Pierre qui nous appelle de Toulouse, s'il vous plaît. Bonsoir Pierre. Bonsoir, alors moi je vais clôturer le débat. Je vais vous dire ceci. Qui est responsable des dérives, des augmentations de l'immobilier, si ce n'est les politiques qui vivent dans leur région justement? Madame, par exemple, la présidente de région de Paris, c'est pas elle qui est responsable justement de toutes ces montées de prix de l'immobilier parce que justement elle ne sait pas gérer les appartements qui sont loués maintenant en Airbnb. Moi je crois réellement que le vrai problème c'est que attendez, ce que je veux dire par là, c'est que si on commence à dire oui, au fond, on va régionaliser ici, ça veut dire que demain, chaque département chaque région va vouloir aussi une autonomie, comme à Barcelone, c'est-à-dire qu'on part vers une dérive totale de ce qui pourrait arriver dans les 10 ans à venir, sachant que chacun va aujourd'hui travailler pour sa gueule, excusez-moi du peu, et donc quelque part, il y a un égocentrisme qui est tel qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut arrêter le politique parce que sinon on va finir par faire n'importe quoi. Allez, restez avec nous Pierre, restez avec nous. Une réponse vite de Sébastien Ménard et ensuite le mot de la fin avec vous Jean-François Vigier, vite. Donc la vision d'un petit élu local du Pays Basque, c'est de dire, pardonnez-moi Jean-François, mais c'est de dire qu'effectivement il y a peut-être une exception francilienne, peut-être, mais je ne suis pas certain qu'il faille quelque part tester ce genre de mesures. Il y a plein d'autres leviers que vous pouvez mettre en place pour favoriser l'accession à la propriété, l'accession à des habitats à loyer modéré, surtout en Ile-de-France. Le mot de la fin, très court. 15 secondes. Oui, écoutez, merci à toutes et tous pour ce débat. Moi, ce que je veux dire, élu local, je pense qu'il faut expertiser cette proposition et en tout cas, dès lors que nous la soumettons à l'État après l'avoir votée, il devra nous répondre. En tout cas, elle a le mérite d'exister, cette proposition. Et 15 secondes, et bravo, 15 secondes. Merci beaucoup, Jean-François Vigier. Il est bon ce Vigier. Il se laisse pas faire. Du groupe UDI au Conseil régional d'Île-de-France et maire de Bure-sur-Yvette. Vous restez avec nous dans quelques instants avec Pierre de Toulouse. Dans quelques instants, on fera le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans cette émission très animée aujourd'hui, mais c'est ça aussi qu'on Il faudrait c'est faire le débat. une émission entière sur les logements sociaux. Comment ils ne sont pas attribués, comment les mairies jouent pas le jeu pour les construire. Ça serait extraordinaire. Plutôt que les zoubias d'augmentation de SMIC Françoise, par demi-département. Vous voyez pas que j'étais en train de parler là? Ah pardon. Oui, voilà. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue et que vous parlez de quelque chose dont on parlait hors antenne, surtout. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous et Sébastien Ménard est avec nous. Yes. Et vous pouvez nous appeler au 0826 comme fait Pierre de Toulouse qui sera avec nous dans quelques instants pour le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Pierre, comment ça va Pierre? Je vais bien, je me suis calmé, ça y est. Bravo Pierre. Bravo. Ouais, voilà. Non mais non mais l'antenne c'est ça c'est là pour ça aussi, c'est pour se dire même avec véhémence ce qu'on a envie de dire. Oui. En tout cas, vous connaissez le principe. Les vraies voix ne jouent pas tant que vous n'avez pas donné votre réponse et ils jouent au moment où elle est bonne ou elle est mauvaise et à ce moment-là ce sera à leur tour. Allez, on démarre tout de suite parce qu'on a peu de temps. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Pierre? Il n'y a pas de répétition de manière générale puisque ce ne sont pas des réfugiés. Je dis une connerie, pardon. Il n'y a pas de répartition, de manière générale, puisque ce ne sont pas des réfugiés. Gérald Darmanin. Non, c'était pas à vous. C'était pas à vous? Oui, mais c'est pas lui, non. Je vois pas du tout. Si, c'était lui. Eh ben si, c'était lui. Je prends le point. Ah bah vous prenez le point. Non, il a triché. La dernière fois, je l'ai dit avant. Non, lui met pas le point. Vous m'avez enlevé le point. Tu n'as pas respecté les règles. Calmez-vous. Je suis impitoyable pour le respect des règles, sauf en ce qui me concerne. Allez, stop, mais vous perdez du temps. Arrêtez, s'il vous plaît. Deuxième question. Qui c'est qui l'a dit? Il me tarde de visiter Notre-Dame. Ah mais Pierre. Le roi. On l'avait. Elle me tarde de visiter Notre-Dame. Question qui l'a dit au sujet de l'interpellation d'un harceleur en salle de classe. Oui. Nous souhaitons qu'un message fort soit envoyé à l'ensemble des jeunes qui harcèlent. Pierre. Le ministre de l'enseignement. Non, Olivier Véran. Bonne réponse de Françoise Degois, Olivier Véran. Mais ils sont complètement. Qui c'est qui l'a dit? Ils sont complètement au fous, sujet de la vente à perte des carburants? C'est une idée nulle et ridicule. Ça aurait pu être moi. Peut-être, je dirais, la NUPES. Oui, mais quelqu'un. Qui? Mélenchon. Non. Ah bah c'est Bompard. Ou Ruffin. Bonne réponse, Ruffin. Elle est déchaînée, François. Elle est déchaînée, mais il va falloir qu'elle se taise parce qu'il n'avait pas répondu, Françoise. Disons que Question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Question qui c'est qui l'a dit au sujet des demandes de baisse de prix de Bruno Le Maire. Vous connaissez Bruno Demande? Eh bien, Bruno n'obtient rien. Ah, c'est drôle ça. C'est excellent. On n'a même pas envie de répondre. Elle n'a aucune idée. On a juste envie de rire. Il est au PC. Ah bah c'est bonne réponse, il a été plus rapide. En premier, c'est vrai, tu l'avais fait en Je premier. suis le moins savant, mais je suis le plus rapide. Qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Oh les débiles. Nous voulons renforcer l'autorité de l'État. Nous renforcerons les sanctions pour les employeurs qui ont recours sciemment aux travailleurs sans papier. On sait. Je le sais. Je ne sais pas. Du sang. Bonne. Voilà. Du sang. Bah là, vous étiez à 3. Deux pour moi. Non, mais c'est moi qui l'ai dit en premier. C'est ce matin sur Sud Radio. Moi je prends moins un point parce que. Allez, dernière question. Cécile a dit que c'était moi. Non, elle a rien dit du tout. Elle a rien dit du tout, n'importe quoi. C'est Philippe Bilger. N'importe quoi, toi. Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, mais il n'arrête pas de crier, ils comprennent pas. Taisez-vous s'il vous plaît. Qui c'est qui l'a dit au sujet de la manifestation de samedi contre les violences policières? La manif de samedi est une honte. Et c'est pas Philippe Bilger qui a dit ça. On va vous aider, Philippe. Il est originaire d'une ville qui a gagné beaucoup de championnats de France de rugby dans les années 70. Toulouse. Mais tais-toi. Non. Je sais pas. Moudinque. Non, dans les années 70. Ah bah ça peut pas être Toulouse dans les années 70. Bah oui, Bénard, Béziers. Béziers a gagné tous les titres dans les années 70. Allez, vous restez avec nous. Et ça fait combien? Moi j'en ai 2. 4-1. 3. Non, il ne me pas 4, Philippe. Arrêtez de hurler. C'est pas possible, on vous entend pas en fait. Merci Pierre, vous restez avec nous dans quelques instants, le Top Click avec Félix Mathieu. Dans une petite dizaine de minutes, on va faire le tour de table de l'actu des vraies voix. Sébastien Ménard, on parle de quoi? La politique, ça peut rendre fou, mais ça peut rendre aussi très con. Françoise Degois. De cette nostalgie mélancolique qui se dégage des toasts entre Macron et Charles III. Philippe Bilger. Qui donne tout à complément d'enquête. Et ben voilà, on en parlera dans quelques instants. Merci de votre fidélité. Pardon pour ce brouhaha. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette émission volcanique. Aujourd'hui, avec il y a des pierres chaudes qui s'entrechoquent. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Notre Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Ça va, les amis? Non, super. On a fait une petite pause. Non, c'était excellent. J'ai plus le temps de poser une question. À qui? J'aurais voulu demander à notre spécialiste de rugby. Ça devient délicat, la poule de la France. Non, on va gagner avec le bonus offensif ce soir, on va battre l'Italie, donc ça va passer. J'ai lu une analyse hier qui m'a fait peur. Un peu. Ça y est. J'aborde les sujets capitaux. N'ayez pas peur, Philippe. Il y en a un autre capital, c'est Félix Philippe Mathieu. préfère les capitaux. Et le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et le top clic, les tensions entre la France insoumise et le Parti communiste franchissent un nouveau cap sur les réseaux sociaux. Oui, tout a commencé par une publication de la story sur la story Facebook de la députée LFI Sophia Chikirou, une proche de Jean-Luc Mélenchon. Il y a du Doriot dans Roussel, pouvait-on y lire référence à Jacques Doriot, un ancien communiste exclu du PCF dans les années 30 et qui s'était compromis dans la collaboration active durant la guerre. La comparaison a forcément provoqué l'émoi, surtout dans les rangs communistes, mais elle a ensuite provoqué une réaction assez énigmatique de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a juste écrit, je cite, « OK ». En partageant une capture d'écran de la story Facebook de Sophia Chikirou. OK, comme si le fondateur de la France Insoumise semblait donner son assentiment à ce message, de quoi provoquer un commentaire au vitriol du Parti communiste français. Le pire étant toujours possible, peut-on lire, des dirigeants insoumis, dont des parlementaires, relayent sur les réseaux sociaux des commentaires injurieux, calomnieux, d'une extrême gravité. Relayer de tels propos est un véritable appel à la haine et à la violence contre Fabien Roussel. Et le PCF de poursuivre. Ces responsables politiques ignorent-ils à ce point l'histoire pour associer le nom du secrétaire national du PCF à celui de Doriot qui combattit sous l'uniforme nazi sur le front de l'Est pendant que des dizaines de milliers de communistes donnaient leur vie pour la libération de la France. Alors même au-delà du PCF, tout mon soutien à Fabien Roussel, tweet en réaction la socialiste Carole Delga. Quant à la présidente du groupe écologiste de l'Assemblée nationale, elle estime également, je cite, que rien ne justifie ces insultes faites à la famille communiste. C'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Pouvait-on aller plus loin dans l'outrance? Alors, on peut toujours. Fabien Roussel n'a rien à voir avec Doriot. Mais quand j'entends la phrase exacte, il y a du Doriot en Roussel, si on avait une heure pour discuter de la psychologie et comparer les périodes et les personnalités, ça n'est pas complètement aberrant, même sans que ce soit totalement injurieux. Oui, non, mais moi j'entends ce que dit Philippe, nous sommes extrêmement sophistiqués. Il y a du Doriot, ça ne veut pas dire Doriot. Il est Doriot. Non. Mais la réalité, c'est que Cécile le disait tout à l'heure, on est dans un monde hyper connecté et en gros ça veut dire c'est Doriot. Et là c'est insupportable. Mais vraiment je m'interroge sur la stratégie de sulfateuse sortie par Jean-Luc Mélenchon et les gens les plus proches de lui, c'est-à-dire en l'occurrence Sophia Chikirou, en cette rentrée. Ça me paraît, là pour moi maintenant, ça me paraît presque suicidaire, cette façon vraiment de fonctionner, notamment avec les partenaires. Sébastien Ménard. Mais c'est à l'image de la France insoumise, ma chère Françoise. Mais si, ils nous ont habitués à des provocations. La République, c'est moi, la loi, c'est moi, pas une provocation, etc. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. C'est pas une provocation, on n'est pas sur le même niveau. La France insoumise sont, depuis la création de la France insoumise, par le dénommé Coquerel que j'ai affronté aux législatives, et j'ai perdu. Battu. Mais oui, mais de peu. Mais j'ai quand même affronté Coquerel dans des terres pas simples, en tout cas pour un candidat comme moi. Je dis simplement que ces gens-là sont pas à un mensonge près, ils ne sont pas une outrance près, ils ne font que ça, c'est leur fonds de commerce. Écoute, moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils citent, je vais aller au bout s'il vous plaît, je dis simplement que c'est facile de citer Doriot, c'est-à-dire que ça, finalement, ça adresse un microcosme qu'il connaît aujourd'hui dans les électeurs de la France insoumise. Qui connaît Doriot dans les électeurs de la France insoumise? Vous prenez les gens pour des andouilles. Je crois que tu oublies, là je rejoins François, il y a tout de même une injure très particulière qui est relative au contentieux spécifique
pacifique entre Mélenchon et Roussel. Mais bien sûr, ça c'est un vrai combat. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais vraiment, je m'inscris en faux avec tout ce que vous dites, Sébastien. Vous avez c'est pas possible d'entendre ce genre de bêtises. C'est le pluralisme, c'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est ça. Allez, venons-en à cette information du Télégramme qui provoque de grands débats à Rennes. L'inscription d'enfants non binaires rapportera plus d'argent au club. Oui, l'opposition est montée au créneau lors du conseil municipal, rapporte le Télégramme. Les fiches d'inscription aux associations sportives prévoient notamment d'indiquer le genre de celui qui s'inscrit, de celui ou celle qui s'inscrit. Et avec la nouvelle méthode de calcul des subventions, l'inscription d'un enfant considéré comme non binaire rapportera plus au club. L'opposition dénonce ce système censé favoriser l'inclusion, alors que selon une étude danoise, si on prend non pas les non-binaires mais les transgenres, le risque de faire une tentative de suicide est près de 8 fois plus important chez les personnes transgenres que dans le reste de la population. Oui, et là je ne sais pas où on va, mais on y va. Ça fait quelques temps que je dis que la France devient un asile à ciel ouvert, que du côté de Rennes, j'ai l'impression qu'ils ont trop forcé sur le chou-chêne, parce que maintenant, pour inscrire son enfant dans un club sportif, il y a 6 cases. Femme majeure, femme mineure, homme majeur, homme mineur, et c'est la nouveauté, non-binaire majeur et non-binaire mineur. Alors déjà, faire une équipe de non-binaires, ça pose question, mais le summum est que, comme vous l'avez dit Félix, les personnes déclarées non-binaires rapporteront plus de subventions au club que ceux déclarés masculins ou féminins. Alors on imagine déjà que les clubs amateurs qui courent après l'argent pour payer des ballons, des maillots, des gants pour les gamins qui n'ont pas les moyens de se payer des gants de gardien de but par exemple, vont dire aux parents de déclarer leur enfant comme non-binaire pour toucher plus d'argent, et que cette propagande va bien rentrer dans la tête des enfants. Vous êtes bien d'accord avec moi, Philippe Bilger? La France devient un asile à ciel ouvert. Ça devient de la folie pure. Moi j'avoue que... Enfin... Moi je prends ça avec des pincettes. Je fais partie des gens qui pensent que, comment dirais-je, tenir compte de l'ensemble des différences dans une nation, c'est aussi la grandeur de ce pays. Mais à égalité. Donc à égalité, je vois pas en quoi. Ce que je comprends pas dans ce que vous dites, Félix, mais parce que le cerveau peut-être un peu lent, je comprends pas pourquoi ça va rapporter plus. Par quel mécanisme ça va rapporter plus? Si vous déclarez, vous aurez plus de subventions si vous êtes déclaré non binaire que garçon. Au nom de quoi? Qui a dit ça? Non, mais c'est le Télégramme. Non, mais moi je demande vraiment à voir, parce qu'il y a un raccourci. Pourquoi est-ce que vous auriez plus d'argent après que vous hurlez pas simplement sur ça, vous dites sur les fiches d'inscription? Eh bien écoutez, si on peut rajouter quelque chose qui permet à quelqu'un de mieux vivre, moi ça ne me gêne pas. Un autre sujet. Mais non, mais moi je parle de ça n'enlève absolument rien. Ça ne vous enlève rien, Philippe David, qu'on mette sur une fiche d'inscription non binaire ou pas binaire. Sébastien Ménard, qui vous êtes un ancien patron de club. Mais oui, mais je suis très ancien non-binaire. Merci Philippe Bilger. Non, je dis simplement que je suis très embêté parce que effectivement, je suis plutôt à penser comme Françoise qu'il faut que dans un monde pluriel, moderne, ultra connecté, globalisé, mondialisé, on a quand même le droit effectivement d'être bien dans sa peau. Et effectivement, parfois, le carcan dans lequel la société vous met ou veut vous mettre n'est pas adapté à ce que vous êtes. En même temps, il n'y aura pas d'équipe de non-binaires dans le foot ou dans le basket. Soit t'es une fille, tu joues avec les filles, soit t'es un garçon, tu joues avec les garçons. Allez, vous restez avec nous, Philippe Bilger, dans quelques instants. Le tour de table de l'actu, on parle de quoi? On parle de, je vais le retrouver, Jacques Ardov, pardon. Voilà, c'est ça. Et les filles donnent des documents à complément d'enquête. Françoise de Gois. Et la couleur et la photo sépia de Charles et Emmanuel Macron à Versailles. Avec vous, Sébastien Ménard. Le pouvoir, ça peut rendre fou souvent, mais ça rend aussi très con. Eh ben, ok, comme ça c'est réglé. Restez avec nous dans un instant, c'est le fameux tour de table. Vous pouvez réagir, bien entendu. Bienvenue, c'est Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette formidable émission. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Ça appelle de plus en plus au 0826 300 300. Vous avez envie de vous exprimer et c'est la raison pour laquelle on fait cette émission. On l'a fait pas pour nous, on l'a fait pour vous avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gois, éditorialiste Sud Radio et LCI, et en ce moment aussi chef de la Parole aussi, Françoise de Gois, et Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech, et vous appelle au 0826 300 300 avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité.
Philippe Bilger voulait parler de Jacques Cardos, qui s'est fait traiter de facho parce qu'il voulait enquêter sur l'islamo-gauchisme dans Complément d'enquête. En effet, Jacques Cardos est passé de complément d'enquête à Cyril Hanouna. Il a été dans l'impossibilité de faire une enquête sur l'islamo-gauchisme et il a révélé, selon lui, entendons-nous, que complément d'enquête était irrigué, nourri par des documents qui étaient communiqués par la France Insoumise. La France Insoumise. Voilà. Donc j'arrête là, ma chère Cécile. J'ai dit l'essentiel. Ouais, ah d'accord, ok. Françoise Degois. Mais rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en sais rien. Je ne sais pas quoi penser de Jacques Cardoz, qu'il a été un bon correspondant, si mes souvenirs sont exacts. Après, il a envie de lancer son émission chez Cyril Hanouna, donc il est normal qu'il tape sur son ancienne émission et qu'il en dise pique-pendre. On verra bien ce que lui sort. Si j'ai bien compris, il fait une enquête sur LFI ou pas? Voilà, il fera une enquête de complément. Donc il va en faire une enquête de complément et on verra absolument ce qu'il sort sur ce fantasme extraordinaire. Mais vous qui avez travaillé forcément dans les arcanes de la politique, Françoise, est-ce que c'est monnaie courante que les partis essayent de placer des choses? Mais tout le temps, vous avez des conseillers de faire de l'ingérence finalement, de tenter de faire de l'ingérence. Toute la journée, vous avez la cellule de l'Élysée qui vend des éléments de langage. Dans tous les ministères, vous avez des conseillers de communication qui sont... quand vous êtes journaliste, vous êtes enfumé toute la journée par des politiques. C'est pas simplement inhérent à LFI. Non, tout le monde, je parle de tout le monde. Et il y a les enfumeurs professionnels dont Sébastien Ménard, à mon avis, faisait partie pour donner des petits éléments de langage. Merci Françoise Mais Degois. moi aussi, j'ai fait ça. J'ai enfumé aussi pour Ségolène. Non, je vais partager deux idées. C'est que dire qu'il y a un biais, intellectuel, un biais politique, un biais partisan au sein du service public audiovisuel français, évidemment, ça s'améliore. Ça va mieux, mais évidemment, chez France Télévisions comme chez Radio France. Dire cela, ce n'est pas offenser les milliers de collaborateurs qui font un travail formidable au quotidien. Je referme cette parenthèse. De l'autre côté, Françoise a raison. Qu'est-ce que font les communicants, les spin doctors? C'est un mot. C'est un mot. Les conseillers spéciaux. Voilà, les conseillers spéciaux, les conseillers aux affaires réservées. Voilà. Ils balancent des tas de saloperies, évidemment, sur le camp d'en face, mais je vais vous faire une révélation, le plus souvent sur quelques individualités naissantes, se développant, émergentes, évidemment, dans votre propre famille ou dans votre propre camp. Voilà ce qu'on fait. Et puis vous avez le cas que je connais en Conseil des ministres de François Hollande. Moi à l'époque j'étais au gouvernement, hurlant furibard parce qu'il y avait une info à l'intérieur du Parisien en disant mais qui c'est qui a dit ça? Et on se regarde tous parce que évidemment c'était lui qui avait lui-même informé les journalistes. Mais vous savez que c'est intéressant parce que forcément nos auditeurs qui ne voient pas la politique comme vous la voyez vous, c'est intéressant d'avoir aussi les coulisses de ceux qui l'ont fait et qui en tout cas qui on a été des deux côtés, donc absolument. Je sais. Dites-moi. Françoise Degois, vous vouliez revenir sur ce dîner royal d'hier. Alors j'en ai parlé, je vais très vite, j'en ai parlé dans mon édito hier matin, mais là je fais un pas de plus parce qu'il y a quelque chose qui m'a rendu presque un peu mélancolique. À voir finalement tous ces ors déployés de Versailles. J'ai déjà dit à quel point je trouvais ça un peu indécent dans ce moment précis, non pas que Versailles. Moi j'aime la France, j'aime profondément son histoire. Et je voyais finalement les représentants de deux vieilles nations qui ont été à l'époque, qui ont dominé le monde, qui ont dominé les océans. La France et la Grande-Bretagne, c'était véritablement les plus grandes puissances et qui sont devenues des nations très faibles, plus fragiles en tout cas, qui sont en but, que ce soit le Royaume-Uni, 20% de pauvreté désormais aujourd'hui au Royaume-Uni, ou la France, très fragile. Et finalement, chacun essayant de se rassurer sous les ors de Versailles, ça m'a, comment dirais-je, presque pincé le cœur. J'ai dit voilà, nous sommes comme si nous vivions dans un passé sépia et comme si Versailles pouvait être quelque chose qui pouvait nous servir à nouveau au rayonnement de la France, alors que ça ne servira absolument pas. Je pense que le monde entier s'en fout de Versailles, de Charles III qui trinque avec Emmanuel Macron. Parce que je dis ça parce que la plupart des gens qui critiquent, les gens comme moi qui mettent des bémols, disent oui, mais vous comprenez rien au rayonnement. Moi, je crois que le monde entier se fout complètement du rayonnement de la France à travers Versailles. Je crois pas. Mais c'est ce qu'a dit Françoise est très fin. Je le vois tout ça comme une double consolation. D'abord la consolation de n'être plus dans l'histoire, une grande puissance, et deuxièmement une consolation par rapport à la politique dure d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Sébastien. Moi, je vais peut-être faire une petite transition, comme ça je vais vous parler tout de suite de ce que... Parce qu'en fait c'est lié. Quand je dis que la politique et le pouvoir et l'exercice du pouvoir peut rendre fou... Ah mais votre tour de table c'est après la pub. Non mais c'est
je vais finalement bridger le sujet, ça rend con, et c'est ça qui me gêne, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Eh bien, vous bougez pas, on fait une petite pause, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, n'hésitez pas, hein, vous aussi, vous pouvez dire ce que vous pensez, vous aussi, si vous avez des sujets que vous voulez faire monter, vous nous appelez, on est là, c'est votre maison, Parlons Vrai, votre plateforme de débat et d'opinion, on reste ensemble jusqu'à 19h. Dans cette séquence, chers amis, des vraies voix avec Philippe Bilger, avec Françoise Degaut, avec Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. Ce sont les sujets qu'ont envie de porter nos vraies voix, des sujets qui les agacent ou des choses qu'ils ont envie de porter. Et Sébastien Ménard, vous, forcément, il y a un sujet très important. On en parlera dans les vraies voix à partir de 19h, entre 19h et 20h avec Philippe David. Mais en tout cas, cette proposition de vente à perte du carburant. C'est ce que je dis, c'est que on a toujours l'habitude de dire que finalement le pouvoir ou l'exercice du pouvoir rend fou ceux qui l'exercent. Mais moi j'ai le sentiment, avec toute la bienveillance encore une fois qui peut me caractériser, parfois, pas souvent, je dis ça rend con de pousser des idées, des arguments qui sont totalement ineptes. Donc moi ce que j'ai entendu effectivement sur l'appel de la Première ministre qui consiste à dire mesdames, messieurs les distributeurs, ayez bon cœur et vendez à perte des carburants sur lesquels l'État prend entre 53 et 59% de taxes, là où les distributeurs, il leur reste entre 2 et 10 centimes. 2 et 10 centimes, c'est pour faire fonctionner, pour payer la pompiste. Oui. Voilà, il y a de moins en moins de pompistes. C'est pour avoir le seau avec de quoi nettoyer votre pare-brise, ce qu'on trouve de moins en moins. Ou regonfler vos pneus. Aujourd'hui, trouver une station-service où vous êtes capable de regonfler vos pneus, tout ça n'existe plus. Donc j'ai pris cette déclaration, finalement, je dirais de la même manière que j'avais accueilli la fameuse phrase, vous vous rappelez, Sibeth Ndiaye en 2019, on ne peut pas acheter de masque. Ça ne sert à rien d'acheter des masques. Il ne faut pas porter de masque. Moi, les masques, je ne sais même pas comment ça se porte. Oui. Ou la fameuse phrase, et j'ai souvent embêté Françoise, la fameuse phrase de Michel Sapin de 2014 quand il disait le taux de chômage finalement est en train de connaître une légère inflexion. Mais tout ça est ridicule. Donc nous avons une baisse dans la hausse de nos impôts. Voilà, c'était la honte. Fallait défendre ça. On a des gens évidemment politiques de gauche, de droite, etc. qui font des sacrifices importants pour travailler pour le bien commun, qui s'engagent, qui se battent, etc. Mais de grâce, un peu d'esprit et surtout un peu de bon sens. Ouais, François, j'ai connu un Laurent Fabius qui s'était fait vouer aux gémonies en 2000 quand il revient à Bercy et qui crée tout simplement la TIPP flottante, enfin qui la remet en service, une manière de réguler. C'était l'ex-TICPE. Oui, mais bien sûr, mais pour les gens qui nous écoutent, ils savent très bien la TIPP. Et je vais vous dire, il y a 36%. Il y a deux choses qui m'ont perdu cette semaine. J'ai complètement, mon intelligence a complètement décroché. C'est le communiqué de Pablo Longoria, le président de l'OM. Voilà, ça c'est le premier. Et cette mesure. Je n'ai rien compris en fait. Et je n'ai rien compris ni à la façon dont elle est venue, ni au mécanisme, ni à la façon dont il y a une sortie de la mesure. Si j'ai bien compris, elle ne sera pas mise en place. Donc je n'ai rien à dire, si ce n'est que c'est inepte. J'aime beaucoup cet adjectif. Moi, ce qui me gêne dans ce que vient de dire Sébastien, c'est que le pouvoir ne rend pas compte. Clairement. Je vois plutôt dans cette vente à perte, qui est une absurdité reconnue par tous, la politique désespérée d'un pouvoir qui ne sait plus comment administrer ce qui lui tombe dessus. C'est une abeille qui se cogne contre une vitre. En réalité, est dépassé par les événements, il tente de manière désespérée de choisir n'importe quel cheval. Et là, ça a été une catastrophe, tout le monde l'a admis. Mais je pense que c'est un cheval volontaire, à visée électorale. Il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau et qui dit « Ah, j'ai une super idée, vas-y, c'est laquelle ?» Eh bien, tu vois, si on fait une mesure comme ça, on rend du pouvoir d'achat aux Français, ils vont être heureux de ce que nous avons fait et ils vont nous dire merci. Sauf que les Français sont pas des idiots et tu les attrapes pas avec des colifichets, en fait. Une fausse bonne idée en politique, Philippe, ça peut aussi s'appeler une connerie. Non, parce que je ne participerai jamais, Sébastien, si peu que ce soit, à une sorte de corporatisme dévastateur de la classe politique. Elle n'est pas conne. Je suis d'accord avec Philippe. Moi, je n'accepte pas non plus qu'on elle est folle uniquement dans les dictatures. Moi, je suis d'accord, on peut faire une connerie, une phrase politique peut être une connerie. Non, mais pourquoi vous parlez ? L'animateur ne peut jamais dire de... Mais je viens au secours de Sébastien. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas besoin, Sébastien, il est grand garçon. Je
partage complètement ce que dit Philippe Bilger. J'ai beaucoup de mal, en fait, avec le... Il y a deux choses qui me font mal et que je pense qui abîment la démocratie, c'est le bashing permanent de la justice, c'est-à-dire taper inlassablement sur la justice, qui est pour moi devrait être sacralisé, et le taper inlassablement. Nous passons notre temps à raconter l'histoire de la politique, mais les politiques, la règle absolue, sont pas des abrutis. Voilà, et ça, je ne peux pas l'entendre parce que égale le populisme. Mais vous ne pouvez pas l'entendre, mais il a le droit de le dire. Oui. Voilà. Bien sûr, mais il a tous les droits. C'est important de le dire. On a même le droit de dire des choses sensées. Et on peut dire des gros mots. Est-ce qu'on peut dire des gros mots à l'antenne, en fait? Parce que c'est un gros mot. Moi, je refuse. Ça ne tient qu'à vous, Françoise. Non, mais moi, je veux pas. Mais je vous reprendrai, comme on reprend Sébastien. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette tribune des maires de droite comme de gauche qui réclament un plan national contre le trafic de drogue. Ils réclament la généralisation des enquêtes sur les patrimoines des trafiquants, mais aussi d'aller plus loin sur le gel de saisies et de leurs avoirs. On va en parler avec Jean-Paul Maigret, secrétaire national, syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est génial, pardon, de s'appeler Maigret et d'être commissaire de police. Surtout qu'on n'a jamais dû lui dire. J'adore. Allez, Françoise. Commissaire, est-ce que finalement les trafiquants de drogue sont-ils officiellement vraiment solvables? Non, ils ont bien compris qu'il fallait organiser leur insolvabilité et ils s'y prennent très bien. Voilà, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Vous voulez commenter ou apporter ou nourrir le débat? On vous attend au standard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et avec Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech. On va aller directement dans le dur et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir bien sûr sur cette tribune des maires de droite comme de gauche qui réclament ce plan national contre le trafic de drogue, réclamant de généraliser les enquêtes sur le patrimoine des trafiquants et d'aller chercher, si possible, leurs voitures, leurs avoirs, leurs maisons, en tout cas, si c'est possible. Philippe Bilger. Est-ce que pour vous, le salut dans la lutte contre les trafics de drogue, ça passe par la chasse au portefeuille et notamment via le fisc? Vous pensez que oui, vous pensez que non? Un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, généraliser les enquêtes sur les patrimoines des trafiquants, vous dites un grand oui à 94%. On va en parler bien entendu avec notre invité, Jean-Paul Maigret. Oui, c'est bizarre avec Françoise, on a déjà fait la vanne. Secrétaire national syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous sur ce sujet. Rapidement, avant de revenir à vous, Philippe Bilger, forcément, certains maires font des propositions, mais est-ce que on peut les mettre en place? C'est toujours la deux question. choses, Cécile, Philippe, très rapidement. D'abord, j'ai l'impression qu'à intervalles réguliers, on nous propose des plans nationaux. D'accord. Un jour, il faudra qu'il y en ait un véritablement efficace. Deuxième élément, là, c'est sous le contrôle de notre invité, secrétaire national des commissaires. J'ai l'impression, mais maintenant je suis un peu distancié par rapport à la quotidienneté judiciaire, que c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps. Les fameux GIR, ces enquêtes spécialisées, groupes d'intervention régionaux, ont compris depuis un certain temps qu'en réalité il fallait s'attaquer au portefeuille, aux signes de richesse, à la fortune, à un ensemble de choses. Donc sans doute faut-il continuer et amplifier cela. Moi je suis très italienne sur la question et le commissaire Maigret doit certainement le savoir. En Italie, depuis 96, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux mafieux, on saisit. Vous savez que les douanes italiennes s'enorgueillissent d'avoir plusieurs Ferrari pour poursuivre, comment dirais-je, les délinquants sur l'autoroute. Il y en a une d'ailleurs qui a été saisie à un grand baron de la Pègre. Dernièrement, 250 millions d'euros sur l'ensemble des 2 années a été saisi à la 'Ndrangheta, c'est-à-dire la mafia calabraise qui est la plus riche d'Italie. Et ce que font les Italiens, c'est que non seulement ils saisissent les voitures, les maisons, mais ils remettent au service de la collectivité. C'est-à-dire qu'ils redonnent aux associations, ils rendent aux citoyens ce que la mafia a pris illégalement. Et je suis super favorable évidemment à cela, en trouvant la loi qu'il faudra concocter pour pouvoir le faire. Sébastien Ménard. Pas mieux, je dirais pas mieux que Philippe Bilger et pas mieux que Françoise Degois, mais j'ajouterais aussi un élément. Quand on est sur le terrain, c'est-à-dire que quand vous êtes officier de police, quand vous êtes, moi je vois notamment nos agents de la police municipale qui font un travail de dingue pour des salaires parfois de misère, prendre des risques très importants pour protéger le bien commun, pour lutter
contre le crime organisé et faire reculer le trafic de drogue qui gangrène nos lycées et depuis un certain nombre d'années aussi nos gamins, parfois très jeunes, au collège. Et que quand effectivement ils sont nargués par des dealers qui roulent dans des bagnoles de très forte cylindrée, quand ils sont nargués via les réseaux sociaux par des salopards qui passent leurs vacances à Phuket, en Thaïlande ou à Marrakech, etc., dans des restaurants hors de prix, effectivement, faut y mettre un terme. Allez, Jean-Paul Maigret qui est avec nous, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Cette proposition, commissaire, sur cette généralisation des enquêtes de patrimoine, c'est quelque chose qui existe déjà ? Et oui, ça existe déjà depuis 2002 et la création des GIR. Et ça a été renforcé, si bien qu'il n'y a pas un service qui ne fasse pas une affaire de stup ou une affaire de proxénétisme ou une affaire de banditisme, qui n'essaye pas d'identifier le patrimoine pour le faire saisir. Malheureusement, on a affaire à des gens qui sont des professionnels en face de nous et qui l'ont bien compris depuis longtemps, qui organisent leur insolvabilité, qui réussissent à faire en sorte que leur patrimoine soit entre les mains de proches qui ne sont pas forcément incriminés dans les enquêtes, qui font en sorte de ne pas avoir forcément d'argent chez eux, pour échapper à ces saisies. Et on a des fois l'autre aspect, on a des services des impôts qui travaillent avec nous dans les GIR, mais pas seulement. On a les services des douanes, mais en fait on s'aperçoit qu'entre le moment où on décide de faire une saisie, ce que j'appelle une saisie, ou de condamner à une amende fiscale, et le moment où on peut la recouvrer, c'est deux choses différentes. Encore une fois, je vais être trivial, mais l'huissier de justice qui irait faire recouvrer une créance du trésor public dans certaines cités n'en ressortirait pas forcément dans un bon état. Donc on a cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui les gens qui sont je vais dire totalement socialisés et respectueux de la loi, quand ils ont une amende, ils la payent. Ceux qui ont décidé d'être voyous, ils sont voyous tout le temps. Quand vous allez faire une perquisition, vous trouvez des liasses entières de contraventions non payées, parce que les gens qui ont décidé de ne pas obéir à la loi n'y obéissent jamais. Donc c'est la grosse difficulté. Et j'ajoute enfin que beaucoup des trafiquants ont compris quelle était l'efficacité des services de police et de gendarmerie, et que dorénavant les avoirs majeurs sont dans tout un tas de pays où ils ont des attaches particulières, ou d'autres pays où on fait la fête, je pense à Dubaï. Et donc, c'est très difficile d'organiser le retour ou la saisie, la confiscation de l'argent. On a pourtant beaucoup de choses qui ont été faites. On a parlé tout à l'heure des GIR. On a aussi une agence qui dépend de Bercy, qui s'appelle la GRASC, qui est là pour essayer de valoriser toutes ces saisies. L'agence de gestion du recouvrement des avoirs. Tout à fait. On a des gens qui saisissent énormément, qui font des ventes aux enchères. Vous pouvez regarder sur Internet. Oui. Vous avez aussi beaucoup de services de police qui se font attribuer des voitures, même si c'est assez bureaucratique, c'est assez lent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, que c'est du travail en plus, mais les fonctionnaires de police et de gendarmerie, comme les douaniers, le font régulièrement. Donc on roule effectivement comme les Italiens, pas forcément en Ferrari, mais dans des voitures un peu atypiques, on va dire. Des Fiat Tipo. On peut avoir de la grosse berline allemande. Oui, c'est ça, c'est très bien, ça c'est super. Philippe Bliger. Des camions ou des camionnettes qui sont intéressantes. Oui. Mais encore une fois, notre problème, c'est comme toujours en France sur les grandes politiques, de passer des dispositifs de communication à la pratique, et là on fait face à la bureaucratie, on fait face aussi à tout ce qui est respect pointilleux, voire tatillon de tout ce qui est présomption d'innocence, droit de la défense. Je pense à d'autres pays qui sont tout aussi démocratiques que les nôtres, je pense au Canada, qui ne s'embarrassent de moins de principes en la matière et qui considèrent que quand on a des trafiquants, l'ensemble de sa famille en bénéficie. Et on commence par les priver de leur logement et après les gens feront des recours. Oui. On commence par garantir des droits. J'allais, à la suite de votre intervention, monsieur le secrétaire national, vous féliciter parce que je trouvais le constat relativement optimiste. À peine avait-je cette idée que vous avez commencé à décliner tout ce qui n'allait pas. Au fond, et c'est là-dessus que je voudrais vous questionner rapidement, est-ce qu'on peut dire que ces services totalement sophistiqués ont les moyens dont ils ont besoin? Est-ce qu'ils pourraient en avoir plus? Et qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, constituer un plus sur le plan de la procédure? Par exemple, que souhaiteriez-vous? Moi, ce que je considère être terrible,
c'est que tout le monde part de bons sentiments. Et les bons sentiments, qu'ils s'appliquent aux honnêtes gens, on n'a aucun problème. Mais des fois, les bons sentiments, quand ils s'appliquent à des gens qui sont des professionnels du crime, ça nous pose un problème. Je vous donne un exemple. Quand on a aujourd'hui des gens qui ont une dizaine d'appartements pour y prostituer des pauvres femmes, et que les services de police demandent la saisie de 10 appartements, la réponse c'est « Ah non, faut être proportionnel, donc on va en saisir que 5 ou 6 ». Ce qui fait que dans les 4 autres, la prostitution va durer. Moi, je considère qu'il faut taper extrêmement fort quand on a les preuves, quitte à un moment donné, évidemment, si on s'aperçoit qu'il y a une erreur judiciaire, à ce qu'on indemnise les gens, il n'y a aucun problème. Mais qu'à un moment donné, on ait aussi cette force de communication pour expliquer que le crime ne fait pas. Sébastien Ménard et Françoise de Boiscourt, parce qu'il reste même pas 3 minutes. Mais pourquoi, monsieur le commissaire, même si j'ai un morceau de la réponse, mais comment et pourquoi, monsieur le commissaire, on a une réponse qui est disproportionnée par rapport au mal qui gangrène nos sociétés? Parce qu'aujourd'hui, on a un dispositif de procédure pénale qui est extrêmement tatillon. On a aussi, et on ne va pas se mentir, et ça plaira peut-être pas à certains des invités, des magistrats qui considèrent que il faut des fois rendre un certain nombre de patrimoines, qui oublient de faire les saisies ou qui, dans la peine prononcée, sont relativement cléments avec des gens qui ont des casiers judiciaires qui montrent que ils sont souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Les gauchistes. J'attendais le couplet sur les gauchistes. Moi, je ne monsieur le commissaire, j'ai vraiment. C'était une blague. Bien sûr, c'est une question de politique. Vous l'avez amené comme ça, évidemment que c'est une question politique. Monsieur le commissaire, moi j'ai une question par rapport à. Parce que quand on vous écoute, je me dis, alors, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti des ronces. Je reprends cet exemple que je connais bien de l'Italie, c'était l'an dernier. Et ils ont mis des années à enquêter, les enquêteurs italiens, mais ils ont tout remonté, les supermarchés, les salles de jeu, etc. Ils ont tout saisi d'un coup. Ça a fait 250 millions. Pourquoi on n'est pas capable, nous, de faire ça? Parce que là, vous parlez des petits mafieux au quotidien. Là, allez, 50 secondes. Les gros bonnets, vous y arrivez? On le fait. Ah, génial, alors. Super. Mais le problème, c'est comme pour les Italiens avec lesquels on discute, c'est que les Italiens, après avoir eu les succès qu'on connaît, et en face, nos adversaires se sont aussi organisés pour organiser et détecter leurs points de faiblesse et pouvoir avoir une insolvabilité. Et nous, aujourd'hui, on a un certain nombre d'endroits où c'est détecté et on ne va pas se mentir, on a un problème de coopération avec certains pays. Quand aujourd'hui, je prends l'exemple du Nigeria, on a des gens qui vivent de l'exploitation, de la traite des êtres humains avec des dizaines de millions d'euros qui sont identifiés dans des flux. Parce qu'aujourd'hui, pour transporter l'argent, on a trouvé un moyen qui est très simple. On fait ce qu'on appelle du transport physique. On crée des mules d'argent. C'est-à-dire des gens qui se mettent des billets sur le corps pour transporter les billets vers d'autres pays. Et donc, immanquablement, ils y arrivent. Et du coup, autant on a des pays d'Europe qu'il faut saluer, comme la Roumanie, la Bulgarie, qui ont fait d'énormes efforts, qui saisissent énormément d'avoirs. On a d'autres pays pour qui on va dire la diaspora criminelle est une source de revenus. Donc, c'est passionnant. C'est dommage, c'est passionnant. Merci, c'est passionnant. On l'aura écouté aussi pendant des heures. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Paul Maigret, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise de Gois. Merci Sébastien Ménard. On reste avec Philippe. Dans quelques instants, on parle automobile. On reviendra sur l'essence, bien entendu, et sur pas mal de sujets. Et on ira au Salon de l'automobile de Lyon, qui est visiblement un énorme succès. Allez, à tout de suite. Tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine.